L'aboutissement de 7 ans de négociations. Cet après-midi, Justin Trudeau, le Canadien, et Donald Tusk, l'Européen, paraphent le CETA, ce traité d'échange si controversé. Et derrière cette signature, tous imaginent déjà une nouvelle croissance économique. Nous prévoyons que cet accord augmentera de 20 % les échanges entre les pays partenaires, en plus d'ajouter des milliards de dollars à nos économies. Le CETA, à la base, c'est un document de 1598 pages qui décrit un accord commercial entre le Canada, la 15e économie mondiale, 35 millions d'habitants, et l'Union européenne, première économie mondiale, et 510 millions d'habitants. Un accord commercial de libre-échange comme celui-ci, ça permet de s'acheter et de se vendre des trucs sans avoir à payer de taxes à la frontière, des taxes douanières. Mais c'est pas seulement ça. L'objectif du CETA, c'est de faciliter les échanges, ce qui doit baisser les prix sur les marchés canadiens et européens et au final booster le développement économique de tout le monde. Il y a beaucoup de points d'aborder dans ces plus de 1000 pages et avant que tu te précipites à toutes les imprimer pour les lire, je vais parler de quelques-uns. Avant tout, il y a la baisse et l'élimination des taxes douanières sur plein de trucs, que ce soit des matières premières ou des produits manufacturés. En plus de ça, il y a une augmentation de quotas sur les produits agricoles. Donc, par exemple, le Canada va pouvoir vendre plus de céréales en Europe et la France plus de fromage au Canada. Il y a également une ouverture des marchés publics canadiens pour les entreprises européennes, une harmonisation aussi des marchés au niveau des normes, donc ça veut dire qu'un produit approuvé et vendu en Europe pourra être vendu un peu plus facilement au Canada, ce qui devrait aider notamment les voitures européennes à être exportées au Canada, et puis il y a une harmonisation sur la formation et les diplômes qui devraient permettre aux gens d'être reconnus plus facilement dans l'un ou l'autre pays. Trnava, la petite Rome de Slovaquie, avec sa myriade de clochers, est charmante sous la neige. Des monuments historiques, 60 000 habitants et beaucoup de poussettes dans les rues. À ceux qui pensaient trouver un pays en voie de développement, voici le miracle économique slovaque. Le taux de chômage est de 3,51% à Trnava. C'est dans cette ville de Slovaquie qu'est installée, depuis 2006, la plus compétitive des usines PSA. Elle tourne 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. À Trnava, le salaire mensuel d'un opérateur est de 664 € pour 40 heures par semaine, contre 1176 € dans le Pas-de-Calais pour 35 heures. Entre Trnava et Louvain, c'est le grand match du libre-échange. Oui, entrez. J'ai rendez-vous avec le nouveau maire, qui est, à l'image de sa ville, jeune et dynamique. Bonjour, je suis Peter Brochka, le maire de Trnava. Comment ça va? Ça va, merci, ravi de vous rencontrer. Gardez votre manteau, on va visiter la ville. Mais comment avez-vous pu faire un tel saut économique aussi rapidement? Eh bien, je pense que ce qui est bien, c'est l'économie ouverte. Les grandes usines, les grandes firmes sont venues apporter du travail aux habitants. On a été dans le nord de la France, à Douvrin, et là-bas, les gens sont effrayés par la concurrence des Slovaques. Qu'est-ce que vous en dites? Pour ce que j'en sais, chez Peugeot à Trnava, ils ont le plus faible taux d'erreur pour chaque voiture. C'est sans doute que le travail fourni est très bon. Et il y a dû y avoir aussi des raisons économiques pour que PSA décide de délocaliser les emplois de France. Quelle sorte de raison? Peut-être la raison principale, ce sont les salaires. Je ne connais pas le salaire moyen en France, mais le salaire moyen en Slovaquie est plus ou moins de 1000 € bruts par mois, c'est-à-dire environ 700 € net. Il y a une colère qui monte en France contre les délocalisations. Est-ce que vous comprenez cette colère? Oui, je la comprends parfaitement. Vous essayez de protéger vos emplois et vous voyez des pays étrangers qui font disparaître vos emplois. Comme on le voit ici, à l'usine PSA de Trnava, la production automobile en Europe de l'Est a littéralement explosé. Tous les grands constructeurs mondiaux se sont installés en Slovaquie, en République tchèque, en Pologne, en Hongrie, en Slovénie, en Serbie ou en Roumanie. Et pendant ce temps-là, la production de voitures en France s'est littéralement effondrée. Et regardez cette courbe. En 2005, la France produisait, tous constructeurs confondus, 3,5 millions de véhicules chaque année. Cette même année, à l'Est, on était à 2 millions seulement. 10 ans plus tard, c'est exactement l'inverse. Les courbes se sont croisées.
La France ne produit plus que 2 millions de voitures chaque année, alors qu'à l'Est, on touche la barre des 4 millions. Un ciseau fatal pour l'emploi industriel français. Comment les constructeurs français, dont les résultats ont battu des records en 2016, peuvent-ils justifier de telles saignées? La réponse, c'est à Paris, avenue de la Grande Armée, au siège de PSA, que nous sommes venus la chercher. Yann Vincent, enchanté. Yann Vincent est le numéro 2 du groupe, son directeur industriel. Le nouveau modèle, la 3008. Fabriqué à Sochaux. Alors elle est faite en France, celle-là. Absolument. 308 ici, Made in France aussi. 308, faite aussi à Sochaux. Sochaux, c'est l'usine historique du groupe. Absolument, l'usine la plus ancienne. Et aujourd'hui, elle est spécialisée dans la production de modèles plutôt haut de gamme. Dans la partie haute du segment, oui. Et ici, c'est la 208. Fabriquée à Poissy, en France, et puis à Tarnava, en Slovaquie. Alors ici, c'est l'entrée de gamme. Donc qui, elle, est fabriquée en Tchéquie. Là, il n'y a pas de débat, c'est forcément à l'étranger. Sur une voiture, celle-là, elle est 100% fabriquée en Tchéquie, oui. Il y a 30 ans, la petite voiture Peugeot, c'était la 205. Elle était faite intégralement en France. Aujourd'hui, c'est la C3. Elle est faite complètement à l'étranger, en Slovaquie. Effectivement, le système industriel du groupe PSA, comme des autres groupes, il a évolué. Il s'est européanisé. Et fondamentalement, ce qui pousse à cette évolution, c'est pour être effectivement capable de vendre à un prix qui soit acceptable par le client. On est une marque généraliste. Franchement, on ne peut pas se permettre d'avoir des coûts qui soient élevés, quoi. Et on n'est pas Ferrari. Il y aurait donc une contradiction fondamentale entre l'intérêt du consommateur, qui veut des prix bas, et celui du salarié, qui veut du travail. En 2012, le directeur industriel de PSA de l'époque reconnaissait qu'une 208, vendue à partir de 12 700 €, toutes taxes comprises, aux clients, coûtait 500 € moins cher quand elle était fabriquée à Tarnava, plutôt qu'en France. Les consommateurs seraient-ils prêts à payer 500 € de plus une voiture fabriquée dans l'Hexagone? La course au prix bas, imposée par la concurrence mondiale, a ravagé des pans entiers de l'industrie française. Électroménager, automobile, banque, habillement, tous les secteurs de l'économie française sont concernés. Le départ d'entreprises pour l'étranger, un mal qui a surtout frappé la Normandie, l'Île-de-France, le Centre, le Grand Est et les Hauts-de-France. Une terre que la mondialisation a martyrisée plus que les autres. Ici, dans le Pas-de-Calais, au cœur de l'ancien pays minier, les délocalisations font des ravages depuis bien longtemps. Et dans ce secteur, autour des terrils les plus hauts d'Europe, l'emploi a chuté de 35% en 15 ans, entre 1999 et 2013. Une hémorragie qui continue, en particulier dans l'industrie automobile. À quelques kilomètres des anciens puits de mine, à Douvrin, la Française de mécanique a été frappée à son tour. La FM, une gigantesque fabrique de moteurs installée il y a 50 ans pour donner du travail aux anciens mineurs. Renault, le premier, s'en est désengagé. La Française de mécanique n'appartient plus qu'à Peugeot Citroën, qui vient d'annoncer la construction d'une nouvelle chaîne de production de moteurs, mais en Slovaquie. Délocalisation, ce spectre hante toujours le Pas-de-Calais. Et même si la direction assure que le site n'est pas condamné, la CGT et son délégué Alain Labarre ont vu l'emploi s'évaporer en moins de 10 ans. Bonjour messieurs. Bonjour. François Langlais, France 2, pour l'émission L'Angléco. Alain Labarre, enchanté. de la CGT. Bonjour monsieur. Thomas Baudouin. François Langlais, bonjour.
On venait voir alors un petit peu ce qui se passe ici, comment vous voyez l'avenir de l'usine française de mécanique? L'avenir de l'usine, on la voit très mal depuis une dizaine d'années, puisque au fil du temps, on nous vend nos bâtiments, nos terrains, on ferme des bâtiments. Et notre production a été divisée par 4 ou 5 depuis 13 ans. Et le nombre de salariés, il a suivi la même courbe? On a perdu depuis 2003 4000 emplois en CDI. Et alors ça part où? Alors il y a une partie de production en France actuellement, un peu en Slovaquie. Et on sait que PSA vient de décider de délocaliser une partie des productions pour fabriquer au plus près de l'usine montage de Tarnava. Tarnava, en Slovaquie. Ici, personne n'est jamais allé en Slovaquie, mais Tarnava, tout le monde connaît. Tarnava, ça vous inquiète? Ça vous... Oui, quand même, on aime pas voir notre savoir-faire se faire dans les pays étrangers, quoi. Pourquoi ils font ça, selon vous? Parce que dans les pays de l'Est, la main-d'œuvre est moins chère quand même. Le coût de la main-d'œuvre? Le coût est moins cher par rapport à chez nous, dans les pays en France. Pour les jeunes, même pour nous, pour finir notre carrière, c'est pas évident. Ça, c'est sûr. Pourquoi ils font ça, selon vous? Pour les bénéfices. Bon, pour moi, il n'y a que ça. Leur inquiétude est d'autant plus forte que depuis 10 ans, l'usine de Douvrin n'a cessé de rétrécir. C'est d'abord la fonderie qui a été rasée en 2006, 1000 emplois supprimés. Puis les bâtiments administratifs et les ateliers qui sont vendus ou fermés les uns après les autres. Leurs entrées condamnées par des palettes. Petit à petit, la Française de mécanique s'efface du paysage. Après la fermeture des mines, la Française de mécanique est la dernière richesse de Douvrin et de ses 6000 habitants. Jean-Michel Dupont en est le maire depuis 2008. Ici, c'est le collège de Douvrin qui va être abattu et un nouveau collège va être reconstruit. Là, un coiffeur qui s'est installé il y a 2-3 ans. Une petite ville ravagée par la désindustrialisation. Donc là, on arrive, c'est l'ancienne piscine qui ne fonctionne plus depuis très longtemps. Bon, elle est bien désaffectée. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé là? C'est-à-dire que l'ancienne municipalité n'avait plus d'argent pour la faire fonctionner. Donc la faillite? Oui. L'abandon? L'abandon est arrêté depuis 2004. Donc elle n'a jamais été réhabilitée. Ah oui, c'est un peu désolant, les vitres cassées. Donc ça, c'est maintenant voué à être abattu. La commune a vu ses principaux employeurs partir les uns après les autres. Sur cette friche polluée s'élevait une usine chimique, Finalance, rasée dans les années 80. Ces bâtiments désaffectés, Filartois jusqu'en 2009, un fabricant de tapis et de moquettes qui employait 500 personnes. À l'échelle de l'Europe, le libre-échange redistribue donc les cartes. Douvrin qui pleure, Tarnava qui rit. Bienvenue en Slovaquie! À Tarnava, le parc aquatique vient tout juste d'être inauguré. Un monstre des mers dans le port du Havre et des mensurations qui battent tous les records du monde. 400 mètres de long, soit 4 terrains de foot. Capacité, plus de 20 000 conteneurs. Mis bout à bout, cela fait 123 km, la distance entre Paris et Orléans. De quoi transporter des tonnes de marchandises jusqu'en Asie. Que ce soit de la viande, du café, des huiles ou même des bateaux et des métros. Un géant à côté duquel un Airbus ou une voiture ont l'air de miniature. La salle des machines est aussi grande que Notre-Dame de Paris. Le moteur diesel aussi haut qu'un immeuble de 5 étages. Mais derrière la prouesse technologique, une autre face, celle de pollueur des mers, dénoncée par Nicolas Hulot le jour de sa démission. Superbe performance technologique. Est-ce bon pour la planète? La réponse est non. Le Saint-Exupéry, qui carbure au fioul lourd, émettrait autant de CO2 que 55 millions de voitures. Un autre record, beaucoup moins glorieux. This is the time to straighten out the worst trade deals ever made by any country on earth ever in history. Si Donald Trump est si remonté, c'est à cause de ce graphique.
Ça, c'est tout ce que vendent les Américains aux Chinois. Et ça, c'est tout ce que vendent les Chinois aux Américains. La différence entre les deux s'appelle la balance commerciale. Et là, elle indique que chaque année, les Américains doivent à la Chine 375 milliards de dollars. $375 billion. It's out of control. Le président américain accuse les Chinois de concurrence déloyale. Trump reproche à la Chine de ne pas respecter complètement les règles du jeu du commerce international, de subventionner ses entreprises beaucoup trop, de réserver ses marchés publics aux entreprises chinoises. Il reproche aussi le pillage des technologies, notamment par les rachats d'entreprises des États-Unis par les Chinois, et aussi par les transferts de technologies qui sont imposés aux entreprises étrangères qui s'implantent en Chine. On ne peut pas dire que Trump a complètement tort sur les griefs qu'il reproche à Pékin. La Chine n'est pas la seule concernée. L'Europe aussi est désignée comme un ennemi commercial. L'idée de Donald Trump, c'est d'accrocher un boulet au pied des produits étrangers pour les rendre moins compétitifs par rapport aux produits américains. Ce boulet, c'est une taxe qui est imposée pour entrer sur leur marché et qui les rend donc plus chers. Une forme de protectionnisme. Parmi les premiers produits touchés, les panneaux solaires, les machines à laver, puis l'acier, l'aluminium, les bulldozers, etc. Et le mouvement continue. Dans certains cas, le protectionnisme peut faire sens. Il permet par exemple de protéger une industrie naissante et grandissante de la concurrence extérieure et lui permettre de créer des emplois. En fait, c'est ce que font les Chinois. Ce qu'ils ont fait par exemple avec Alibaba. Ils ont fermé leur pays aux concurrents, aux entreprises du type Amazon pour permettre à Alibaba de devenir un géant. Amazing. Imposer des taxes aux produits étrangers, ça peut donc sembler simple et efficace. Mais cette technique n'est pas sans risque, et elle peut même s'avérer contre-productive. D'abord, qui dit guerre commerciale dit adversaire, et quand il y a des adversaires, ils peuvent répliquer. C'est exactement ce qu'a décidé de faire la Chine. À son tour, la Chine a commencé à imposer des taxes sur les produits américains qui entrent sur son territoire. Le soja, le porc ou le coton. Not good. Not nice. Résultat, les agriculteurs américains sont devenus subitement beaucoup plus chers et ils ont du mal à écouler leurs produits en Chine. À tel point que Trump a été obligé de leur fournir une aide d'urgence de 12 milliards de dollars. They have backed me. I love the American farmer. Deuxièmement, il faut savoir que si on achète autant de produits étrangers, c'est souvent parce qu'ils sont moins chers. Les taxer, c'est les rendre plus chers. Et c'est finalement le portefeuille des consommateurs américains qui est touché. Exemple, Coca-Cola. L'entreprise achète en Chine une partie du métal de ses canettes. Elle a annoncé que ses coûts de production ont été alourdis par la politique de Trump. Et elle va donc augmenter le prix de ses sodas.